Dans cette première partie, je vais revenir sur quelques définitions importantes, notamment quels sont les différents types de matériaux aquifères, quelles sont les méthodes qu'on utilise couramment en hydrogéologie pour arriver à comprendre les mécanismes de circulation des eaux souterraines. Puis je vais aborder très rapidement la loi de Darcy, mais sans jamais faire de développement d'hydraulique souterraine. C'est tout à fait en dehors de ce format-là. Finalement, une définition qu'on pourrait donner de l'hydrogéologie, si on décompose le mot, on va avoir hydro et géologie. Géologie qui va nous renvoyer rapidement au support géologique qui constitue le réservoir aquifère. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement statique, qu'on va définir par sa géométrie, donc l'extension horizontale verticale, par la nature du matériau, par ses propriétés physiques, la perméabilité, la porosité, etc. Et ensuite, il faut considérer le rapport de l'aquifère avec son environnement, c'est-à-dire quels sont les autres systèmes aquifères qui peuvent exister à proximité et avec qui il peut être hydrauliquement connecté, ou de la même manière, quelle est la part du réseau hydrographique qui peut échanger avec ce système aquifère. Et bien évidemment, d'un point de vue géologique aussi, quelles sont les couches au-dessus et en dessous de notre aquifère qui éventuellement le rendent complètement imperméable ou semi-perméable et permettent d'échanger. Voilà. Alors, et la deuxième partie, la partie hydro, si on peut dire, donc vous voyez cette première... voilà. Donc la première vision était un peu statique, la deuxième vision est beaucoup plus dynamique, ça va concerner le flux de l'eau. Deuxième partie du mot hydrogéologie, ça va être hydro, qui nous renvoie beaucoup plus à une vision dynamique de notre système, c'est-à-dire les circulations de l'eau, les flux et les stocks d'eau en quantité et en qualité, bien évidemment. Alors, quelles sont les entrées dans notre système, la recharge naturelle ou éventuellement les injections faites par l'homme, quelles sont les sorties, là aussi naturelles ou artificielles, donc les pompages, la reprise évapotranspiratoire. Et donc, dans ces aquifères, dans ces systèmes aquifères, quelles sont les circulations, où, quand, comment va circuler l'eau, vers quels sont les processus qui font évoluer l'eau. Pour aborder tous ces points, on va se poser systématiquement des questions de processus, des questions de lieu et des questions de volume, de débit. La première question à se poser porte sur la nature du matériau aquifère. Est-ce qu'on a affaire à un aquifère qui est poreux, c'est-à-dire formé de grains qui sont plus ou moins consolidés, mais où il existe une possibilité pour l'eau de circuler entre ces grains, sachant que cette granulométrie, ces grains, peuvent avoir des diamètres extrêmement variables. La deuxième grande catégorie de formation aquifère, c'est ce qu'on appelle les milieux fissurés, où la circulation de l'eau ne se fera pas entre les grains constitutifs, mais uniquement grâce à des fissures, à des fractures. Et donc ça, on va le trouver en particulier pour tout ce qui concerne les roches magmatiques, soit les roches profondes comme un granit ou les roches volcaniques, mais bien aussi sur les roches métamorphiques et aussi sur les roches sédimentaires, mais les roches sédimentaires dures. Par exemple, dans la région de Montpellier, où les aquifères calcaires sont très nombreux, l'eau ne circule qu'au travers des fissures. Alors, à ces deux grandes catégories, il faut rajouter un peu de nuance et on va parler en particulier de milieux mixtes, c'est-à-dire que dans le même matériau, on peut avoir à la fois une porosité en petit, c'est-à-dire de l'espace libre entre les grains, et une porosité en grand, c'est-à-dire des fissures. Par exemple, la craie c'est un matériau extrêmement poreux, donc où théoriquement l'eau pourrait circuler, mais en réalité, comme les éléments constitutifs sont extrêmement petits, en réalité, l'eau dans la craie va circuler essentiellement grâce aux fissures. Donc là, on a un milieu à double porosité. De la même manière, si vous regardez dans les roches granitiques, par exemple, ou
comme je le disais tout de suite, l'eau va circuler essentiellement dans les fissures. Si on regarde la partie superficielle de ces niveaux granitiques, l'altération va avoir petit à petit transformé ces roches en particules de plus en plus fines, ce qu'on appelle des arènes. Et dans les arènes, on va avoir de la circulation, exactement comme dans les milieux poreux. Donc finalement, un massif granitique, ça va être à la fois de la circulation dans des fissures, dans les grandes fissures qui sont en profondeur, et aussi une capacité de stockage dans les arènes sur la partie la plus superficielle. Donc ça veut dire que très souvent, dans les milieux aquifères, on peut avoir à la fois des circulations rapides par des cheminements préférentiels, privilégiés, et d'autre part des circulations plus lentes au travers d'une autre partie, d'une autre composante du matériau aquifère. Une question essentielle est de connaître l'extension horizontale et verticale des aquifères, et nous allons voir par quels moyens nous pouvons accéder à cette information. Alors, les éléments qui sont à notre disposition, c'est bien sûr d'aller faire un peu de terrain, de faire des prospections de terrain pour reconnaître les différentes couches, ou à défaut d'utiliser les cartes géologiques quand elles existent et quand elles sont raisonnablement fiables, et d'utiliser éventuellement des images aériennes, des images satellites. C'est d'autant plus facile à utiliser qu'on est dans des milieux où la végétation n'est pas trop importante et permet encore de repérer les affleurements géologiques. Alors tout ceci nous donne une vision horizontale. On a bien évidemment besoin de savoir ce que sont ces structures géologiques en profondeur. Et donc là, on a besoin d'avoir recours à d'autres approches. Ça peut être la géophysique qui va nous donner accès à des profondeurs qui peuvent être de quelques dizaines, mais parfois plusieurs centaines de mètres. Et c'est aussi les coupes géologiques qu'on peut faire en regardant les matériaux remontés quand on fait un forage. Ça peut être aussi la géophysique qu'on fait dans ces mêmes forages avant de mettre un forage en exploitation. Et l'essentiel, c'est d'aboutir à une reconstitution 3D la plus fidèle possible de la structure aquifère, de ses éventuelles variations d'épaisseur, de ses discontinuités avec des failles, etc. Attention, ces données proviennent de méthodes différentes et sont pertinentes à des échelles de temps et d'espace extrêmement différentes. Et c'est à partir de ces données disparates et fragmentaires que nous allons essayer de reconstituer une réalité. De plus, ces informations ne sont que des informations ponctuelles, alors que nous voulons avoir une représentation continue. Et cette difficulté sera une difficulté permanente de notre travail d'hydrogéologue. Et donc nos propositions ne font que refléter l'état de nos connaissances et aussi de nos manques de connaissances à un moment donné. Avec ces informations, nous reconstituons l'état actuel de nos systèmes géologiques et hydrogéologiques. Mais il nous faut aussi remonter dans le temps pour voir quelles ont été leurs évolutions, puisque ces évolutions, parfois très anciennes, peuvent influencer encore les dynamiques d'aujourd'hui. Il est bien évident qu'à l'échelle humaine, on a l'impression que ces systèmes sont relativement stables. Mais par contre, à l'échelle géologique, là, on a des évolutions spectaculaires. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est la crise messinienne. À la fin du Miocène, il y a environ 5 millions d'années, la mer Méditerranée s'est refermée et donc son niveau a considérablement baissé puisque les apports des rivières étaient beaucoup moins importants que la reprise évaporatoire. Donc on a eu érosion intense de tous les cours d'eau qui arrivaient à cette mer Méditerranée en train de se dessécher. Donc des vallées profondes qui se creusent. Et quand le détroit de Gibraltar s'est réouvert au début du Pliocène, on a eu invasion à nouveau d'eau de mer, où on va retrouver tout un tas d'aquifères de sable jaune partout autour de la Méditerranée. En France, la vallée du Rhône s'était creusée de plusieurs centaines de mètres. Donc il faut rechercher l'histoire au moins jusqu'à la crise messinienne pour comprendre la distribution des aquifères autour de la Méditerranée. Autre exemple, quand on est dans une région à activité volcanique, qu'est-ce qu'il se passe quand il y a une éruption? En général, la lave va aller couler dans le fond de la vallée. Et donc va en quelque sorte cimenter ce fond de vallée
Et les cours d'eau, quand ils reviennent ensuite, vont couler ailleurs et vous pouvez donc retrouver sous une couche de lave des très belles alluvions qui constituent un petit aquifère particulièrement intéressant, mais qu'il faut être capable de retrouver. Une notion importante à rappeler est la différence entre nappe libre et nappe captive. Une nappe libre est une nappe où une partie de la porosité est occupée par l'eau et une partie occupée par de l'air. Et l'eau est en équilibre avec la pression atmosphérique. Au contraire, une nappe captive, c'est une nappe où la totalité de la porosité est occupée par de l'eau et l'eau se retrouve donc sous pression, à une pression qui peut être un peu ou beaucoup plus forte que la pression atmosphérique. Autrement dit, quand on va faire un forage dans une nappe libre, le niveau qu'on va observer dans le forage, c'est exactement le même niveau que l'eau dans l'aquifère. Au contraire, dans une nappe captive, le niveau de l'eau dans le forage va monter plus haut que le sommet de la couche aquifère. Et ce phénomène peut aller jusqu'à l'artésianisme jaillissant. À ce moment-là, l'eau peut arriver et déborder du forage et inonder la surface du sol. Alors attention au terme de nappe phréatique qui est réservé à une nappe libre qu'on va rencontrer à faible profondeur. Autre élément important à garder en tête, c'est ce qu'on appelle la surface piézométrique, ou en raccourci la piézométrie d'un aquifère. C'est la surface virtuelle ou réelle qui reflète la pression de l'eau dans notre système aquifère. Un autre élément à garder en tête, c'est que vous n'aurez pas les mêmes vitesses de réaction à une sollicitation quelconque, par exemple un pompage, dans une nappe libre et dans une nappe captive. Tout à l'heure, j'évoquais la différence entre milieu poreux et milieu fracturé, avec toutes les nuances qui peuvent exister entre ces deux grandes catégories. Ça nous amène à repréciser un petit peu la notion de porosité, qui est donc le volume total des vides qui sont disponibles pour être occupés par de l'eau par rapport au volume total de la roche. La porosité va être très variable selon les matériaux. Elle est de quelques petits pourcents, par exemple dans un granit, et elle peut aller jusqu'à 25-30% dans des belles alluvions. Elle peut même monter jusqu'à 40% dans des argiles, mais là, ça nous amène à une autre notion, c'est que partout où il peut y avoir de l'eau, ça ne signifie pas que l'eau va circuler si facilement. Forte porosité n'est pas toujours synonyme de circulation facile de l'eau dans la roche. Et cette différence est en partie liée au décalage qu'il y a entre porosité totale et porosité dynamique. La porosité totale, comme son nom l'indique, c'est la totalité des vides, et la porosité dynamique, c'est la porosité des vides qui peuvent être facilement remplis ou vidés de leur eau. Selon les matériaux, la porosité dynamique peut être sensiblement plus faible que la porosité totale. Et cela nous amène à la notion de perméabilité qui a été définie pour la première fois par Darcy en 1856 dans son ouvrage sur les fontaines de Dijon. En effet, il avait constaté que la quantité d'eau qui s'écoulait au travers d'un massif de sable allait dépendre des caractéristiques propres du matériau, mais aussi de la différence de charge entre l'arrivée et la sortie d'eau, et de la longueur de la colonne de sable. À peu près à la même époque, un autre Français, Dupuy, a lui aussi abordé ces questions d'écoulement de l'eau dans le sous-sol, en regardant quel pouvait être l'impact d'un pompage autour d'un puits. Si l'on en revient à la formule de Darcy, qui est la loi fondamentale des hydrogéologues travaillant en milieu poreux, la perméabilité est une caractéristique propre du matériau aquifère et elle commande la quantité de flux qui passe par unité de surface et par unité de temps pour une charge donnée. En France, on utilise pour exprimer la perméabilité les mètres par seconde. Quand on va être dans les pays anglo-saxons, on utilisera beaucoup plus les mètres par jour. Mais en fait, la perméabilité de Darcy, grand K, n'est pas uniquement dépendante du matériau aquifère. Elle est aussi dépendante du fluide qui traverse ce matériau. Et en particulier, cette perméabilité grand K va dépendre de la viscosité du liquide qui passe au travers de l'aquifère. Pour réellement caractériser le matériau et le matériau lui seul hors du fluide, on va utiliser une deuxième valeur de perméabilité qui est la perméabilité intrinsèque qu'on écrit par petit k.
La variation de la perméabilité de Darcy-Grand K en fonction de la viscosité de l'eau est de peu d'importance quand on a affaire à un aquifère qui est relativement profond où la température ne va pas changer. Par contre, quand on est dans des sédiments très superficiels et où quand l'eau peut avoir une très forte variation de température entre l'hiver et l'été, à ce moment-là, la viscosité de l'eau est un phénomène important. Par exemple, on a un facteur 2 entre la viscosité de l'eau à 20 degrés et à 50 degrés. Si on veut garder en tête des ordres de grandeur, la perméabilité dans les roches perméables est de l'ordre de 10-1 à 10-4 mètres par seconde. Quand on arrive vers 10-5, on considère que là, on est déjà sur des mauvaises perméabilités. Et 10-6 et au-delà, on peut considérer que ce ne sont pas des matériaux exploitables pour les prélèvements d'eau. De la perméabilité, on va passer à une autre notion très importante qui est celle de la transmissivité. En effet, on n'aura pas la même capacité de production dans un aquifère qui fait 10 mètres d'épaisseur ou qui en fait 300. La transmissivité, c'est quoi? C'est le produit de la perméabilité multiplié par la hauteur d'eau disponible dans l'aquifère. La meilleure manière d'estimer la transmissivité est de réaliser des essais de pompage de quelques heures ou quelques jours qui nous permettent d'apprécier la valeur de terrain, au contraire de la perméabilité qu'on aura estimée par exemple sur des carottes d'échantillons prélevés dans le sol. On voit bien que là on n'a pas du tout la même échelle d'espace de référence. Il faut toujours faire très attention quand on utilise des résultats d'essais de pompage, qui est quelque chose de totalement classique en hydrogéologie. Comment l'essai de pompage a été mené, comment il a été interprété. Et il ne faut pas hésiter à réinterpréter l'essai de pompage pour être absolument sûr des résultats. Ne vous contentez pas de reprendre un chiffre cité dans la littérature sans le vérifier, sans le contrôler. Par ailleurs, la plupart des méthodes d'interprétation des essais de pompage sont basées sur des hypothèses très simplificatrices, comme par exemple le fait que l'aquifère soit fini ou semi-infini, qu'il soit isotrope, homogène, alors que la réalité n'est jamais comme ça. Il faut donc accepter qu'il y a un décalage entre ce qu'on observe sur le terrain et nos interprétations. Autre question importante, c'est la vitesse de circulation des eaux souterraines. Je vous rappelle que les eaux souterraines circulent en général beaucoup moins vite que les eaux de surface. Les principales exceptions sont les circulations dans les fissures, où là, l'eau peut aller relativement vite. Par exemple, dans les karstes, on est habitué à avoir des circulations très rapides. Et sinon, dans un matériau aquifère poreux, la circulation est infiniment plus lente qu'en surface. On a généralement des vitesses de circulation de quelques mètres, quelques dizaines, quelques centaines de mètres par an dans un aquifère ordinaire. Comment peut-on estimer la vitesse de circulation de l'eau? On peut utiliser la loi de Darcy en regardant les piézométries, en calculant en fonction de la distance une vitesse apparente de circulation de l'eau. Une autre manière de faire, c'est d'injecter un traceur, par exemple un traceur coloré, et de suivre la propagation du traceur coloré. Autre possibilité, c'est non pas d'injecter un traceur, mais d'utiliser les molécules qui sont présentes dans le fluide en mouvement, que ce soit l'eau elle-même ou les sels qui sont dissous et qui vont l'accompagner. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser très souvent les analyses chimiques et les analyses isotopiques pour essayer d'apprécier la vitesse de circulation de l'eau. Il faut toujours faire très attention, on a quand même des interactions très faciles entre l'eau et l'encaissant, la roche, et donc qui peuvent perturber nos interprétations.